Droit citoyen, la radio de tous les citoyens et citoyennes. Vivez l'information libre et citoyenne avec Droit citoyen. Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes en direct, nous sommes aujourd'hui mardi 24 mars 2020, il est 21h08 et vous êtes dans l'émission Quartier Général spéciale coronavirus. C'est la 5e édition et avec moi aujourd'hui pour co-animer cette émission un intervenant que vous avez l'habitude de voir à l'antenne depuis une semaine, c'est Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde et on va commencer cette émission bien entendu pour lancer aussi notre soutien aux soignants qui nous regardent. Quoi qu'il en soit, nous savons pertinemment que tous les soirs désormais à 8h, vous êtes nombreux à les saluer, à les applaudir et ça fait chaud au cœur. Cette émission elle a pour mission aussi de relativiser sur le coronavirus pendant cette période de confinement. On sait que c'est pas facile pour tout le monde, notamment pour ceux qui vivent dans des petits logements et on parle aussi des logements qui sont aussi insalubres parce que il en existe et même s'il y a 2 mois de prolongation de la trêve hivernale, il y a quand même des gens qui sont dans des situations de logement précaires. Le confinement à 2 vitesses, ouais. C'est ça. Si c'est pas plus, ouais. Mais en tout cas, il y a plusieurs types de confinement. C'est pas juste simple pour tout le monde. Non, on va aussi évoquer justement la problématique des sans domicile fixe, les sans-abri qui ont eu la mauvaise surprise d'être réprimandés par des contraventions parce qu'ils n'étaient pas en possession donc d'une dérogation, mais alors qu'ils habitent dans la rue. Donc là, c'était l'hôpital qui se fout de la gueule de la charité. Là, c'est facile à placer. On rappelle également les gestes barrières que nous aussi, à Droit citoyen, nous appliquons les gestes barrières et que ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que nous nous voyons de très très loin et nous nous disons bonjour de très très loin. Pour animer avec nous aujourd'hui, nous avons quelqu'un en ligne qui s'appelle Linda et Sandra, pardon. Ah, Linda, c'était la dernière émission. Ah oui, on fait un petit coucou Elle à était Linda. sur place, Linda. Bon, on va faire un coucou aussi à Candy, on fait un coucou à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent et qui soutiennent Droit citoyen. Et donc c'est Sandra, c'est ça? Oui, c'est Sandra. Bonsoir Sandra. Bonsoir Sandra. En tout cas, bienvenue sur l'antenne de Droit citoyen. Merci. Alors, ce soir, je vais te laisser te présenter avec Nicolas, qui lui te connaît mieux que moi. Du coup, je sais pas comment tu veux te présenter. Peut-être je te laisse faire. C'est le mieux. Si vous voulez. Donc, moi, je m'appelle Sandra. Je suis encadrante technique dans une association. J'ai la chance d'être confinée. Ah, j'allais te poser la question. Ouais. Toi, tu bosses pas en fait là. Non, moi, je bosse pas. Moi, je suis confinée à la maison, avec une fille assez grande qui passe son bac. Donc voilà, on essaye la téléétude, qui est pas une réussite, je pense. Mais je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Ouais, et puis le temps que l'outil soit maîtrisé aussi bien par les élèves que par les professeurs, ça ne peut pas être facile. Oui, et puis je pense à tous ceux qui n'ont pas de connexion Internet. Oui. Je leur souhaite bonne chance aussi. T'en fais partie, toi. Tu nous disais que tu avais une très mauvaise connexion. Ouais. Voilà. Bah oui, moi je savais pas très longtemps que je suis dans mon logement, du coup j'ai pas une connexion très bonne parce que ils devaient l'installer là cette semaine et du coup ils l'ont pas fait. Donc du coup on est en Wi-Fi, je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est une zone WebTrotteur. Et donc du coup c'est compliqué pour télécharger, c'est compliqué pour avoir Skype pour faire les cours en direct. Ah bah ouais. Donc voilà, et je pense avec ceux qui n'ont pas de connexion Internet, je sais pas comment à l'heure actuelle ils gèrent leur vie. On parle beaucoup de la fracture numérique. Ouais. Et là, le confinement, ça montre aussi bien qu'il y a un gros décalage entre les personnes qui ont accès et puis les personnes qui n'ont pas accès. Notamment ceux qui parlent pas bien français, les parents, je leur la souhaite bonne parce que moi, ma fille, elle a quand même 19 ans, elle est débrouillarde puisqu'elle a un boulot à côté et tout, et pourtant les connexions, c'est moi qui m'occupe
de la messagerie, de tout ce qui est un peu plus technique pour aller sur les zooms courts, là, les trucs. Donc voilà. Je pense bien fort à eux aussi qui doivent bien galérer. C'est sûr. Donc, Alors, la thématique de ce soir, c'est le confinement n'est pas un jeu. Ou le confinement n'est pas un jeu. Ouais, c'est difficile de mettre Hein? l'intonation. Le confinement n'est pas un jeu. Le confinement Ouais. n'est pas un jeu, ça tu le répètes souvent, Vincent. Prendre au sérieux les mesures barrières, etc. Prendre au sérieux l'état du système hospitalier, en fait, quelque part. Voilà. Après, moi, j'ai plutôt tendance à relativiser, mais pas le confinement. Alors, en discutant avec toi, en faisant ces émissions, en discutant avec d'autres personnes au téléphone, bien sûr. Ce qui me vient à moi, c'est le confinement n'est pas un jeu, évidemment, mais il faut pas faire le jeu du gouvernement. Et puis après, ça dépend pour qui. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, Sandra. Je pense qu'on en a souvent discuté d'un monde à deux vitesses, de ce qui se passe, de ce qui se passe dans les quartiers. J'aime pas utiliser ce terme parce qu'il est vraiment, il veut tout dire et rien dire, mais voilà, il y a des endroits, comme on disait avant, il y a des endroits où c'est pas, et puis pour des personnes où le confinement, c'est pas la même chose. Quand tu es dans un logement insalubre ou si tu es à la bourboule à la maison de maman, c'est pas la même bien histoire, sûr. quoi. Ouais, ben justement, on va peut-être faire un petit coucou à ceux qui nous rejoignent en direct sur Facebook Live, puisque nous sommes également en direct sur Facebook Live, pardon, et la web radio Droit Citoyen que vous pouvez télécharger, écouter depuis l'application mobile radio.fr et Orange Radio. Vous recherchez Droit Citoyen en un seul mot, et vous pouvez nous écouter en direct. C'est très utile si le direct venait à bugger sur Facebook. Un petit coucou justement alors à Cybèle, qui est une amie nancéenne que je connais depuis très très longtemps et qui a deux petits-enfants et qui a son mari également et qui vivent dans un petit 3 pièces. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, quand on a des enfants en bas âge qu'il faut animer, il faut s'occuper d'eux au quotidien, ça ne doit pas être facile d'être confiné à 4 dans un appartement. J'ai aussi une petite pensée pour mes stagiaires qui ne le sont plus du moins, Théo et sa copine, Amjad et sa copine, qui vivent tous les deux dans un studio de 20 mètres carrés à Lyon, donc ça ne doit pas être super tous les jours. Voilà, c'est vrai que c'est pas facile de Les respecter. gens qui sont seuls, après, des Ouais, fois, même si bah, ouais, tu vois, c'est pas évident. ouais. Ouais. Les personnes Ah âgées, oui, alors forcément, les mettre à domicile, on s'occupe, en général, de toute manière, on fait pas trop attention à ce qui se passe autour de chez nous. On va prendre mon cas particulier, ou le tien si tu veux. Je veux dire, est-ce que tu connais tes voisins? Oui. Tu connais tous tes voisins? Non, oui, quasiment, Voilà. ouais. Si, si. Bah, moi, Ouais. j'en connais deux, Ouais, ouais, trois, mais sans plus, quoi. Je veux ouais. dire, je les connais pas J'en ai tous. moins que toi. T'es Voilà. dans un immeuble, hein, quand même. Hein. Voilà. Et donc, forcément, bah, ces périodes-là, ça permet aussi de se rendre compte si il y a des gens, s'il y a des résidents qui sont là ou qui sont absents, parce que bien souvent, bah, on ne sait pas qui est là, qui n'est pas là. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup de personnes âgées qui habitent dans mon entrée. J'en connais quelques-unes, donc je les vois, donc ça va de temps en temps, puisqu'elles sortent leur chien, ou elles vont chercher le courrier, mais sans quoi, je veux dire, voilà, il faut vraiment faire attention. Si vous habitez dans des immeubles et que vous avez des personnes d'un certain âge, si vous voyez pas, si vous n'avez pas de nouvelles d'elles, allez les voir parce qu'on ne sait jamais. Ça, c'est le bon conseil du jour. Le bon conseil de Vincent. Voilà. Et du coup, pour reprendre le fil de le confinement n'est pas un jeu ou c'est un jeu, c'est un fil qu'on peut tirer, mais sur le confinement à deux vitesses et la répression à deux vitesses aussi. Moi, j'ai cherché une vidéo que j'ai pas retrouvée. Je ne veux pas sombrer dans le complotisme, mais je trouve que c'est bizarre quand même qu'elle ait disparu. C'était une vidéo qui était super bien foutue où tu voyais, c'était au tout début du confinement. On voyait les quartiers, les arrondissements un peu riches à Paris, les gens qui se baladaient tranquillou, sans contrôle de police, et tu voyais à l'inverse les arrondissements un peu plus populaires, on va dire, où là, c'était pas la même. J'ai notamment en mémoire l'image d'une policière, police nationale, je pense, avec son mégaphone dans l'entrée d'un Oui, magasin, je l'ai vu en ça. train de gueuler, Ouais. allez on rentre, enfin en genre, Un genre par un. on aurait dit une cour de récré, quoi, infantilisant, à prendre les gens pour des gamins, et la répression et la façon de faire respecter le confinement aussi, elle est pas la même, quoi. Et ça, il me semblait que c'était un sujet qui pouvait te parler aussi, Sandra, parce qu'on en a Ah parlé bah oui. souvent, ouais. Ouais. Ah bah oui, oui. Ah non, mais ça c'est sûr que ça exacerbe les difficultés et les violences policières, elles se font en priorité dans les quartiers dits populaires.
Donc du coup, il est clair qu'ils n'ont pas du tout la même attitude. Quand on Ouais. voit sur les plages de Nice, les gars qui se font bronzer en photo, on les interroge, on leur dit, et vous le confinement, ah ben je veux pas rester dedans, il fait beau. Personne ne leur dit rien. Ouais. Je veux dire, dans les quartiers populaires, malheureusement, quand tu es dans des bars d'HLM où il y a 15 000 personnes qui sont réunies au même endroit, quand il y a les attestations, c'est bien beau, mais quand tu dois aller faire tes courses, parce qu'il faut bien nourrir tes enfants, et que quand tu vis avec un minimum, quand tu n'as pas des revenus énormes, que tu peux pas faire 300 € de courses en une fois, tu es bien obligé de sortir une fois par semaine. Et donc, du coup, tu te retrouves à 500 à sortir. Donc, c'est facile de faire de la répression dans des conditions comme ça. Bah ouais. Je veux dire, les urbains et les hyper-urbains, franchement, j'aimerais pas être à leur place. Nous, on est à Saint-Étienne, ça reste limité. On n'est pas, et encore, moi, ma fille s'est pris 135 € hier parce qu'elle descendait à sa voiture et qu'elle était dans sa voiture. J'estime qu'elle a croisé personne. C'était 21h45. Enfin, je veux dire, moi, j'habite à un quartier plutôt excentré de Saint-Étienne où il y a personne. Mais dans les quartiers, eux, ils se trouvent déjà, ils subissent la violence policière plus que nous. Mais là, ça doit être des conditions de vie, mais énormes. Enfin, je veux dire, ça fait déjà les lois sécuritaires, ça date déjà de Sarkozy, où ils ont même plus le droit de se réunir à plus de 5 parce que ils sont possibles, ils se font réprimander constamment. Et là, ça doit être pire. Enfin, on l'a bien vu, t'as Abou Af de là-bas, si j'y suis, il voulait respecter le confinement et il a dit je descends parce que c'est plus possible. Sur Twitter, en 4 jours, on avait 4 vidéos par jour qui montraient comment la police nationale fait son boulot dans les quartiers. Et c'est inacceptable. Mais même dans les centres-villes. Moi, c'est l'arbitraire de l'État. Moi, je me suis pris une prune tout à l'heure, bon, parce que je suis une tête de con et je l'ai bien cherché. Mais si tu veux, quand ils sont venus contrôler, ils ont demandé. Alors, leur façon d'être intelligent, c'est de demander, vous avez votre laissez-passer, je sais pas quoi, et donc tu vois, tu peux partir en fait. En gros, ils testent. Et puis moi, comme je suis une tête de con, je suis pas parti. Mais après, j'étais honnête. Je dis, oui, non, moi, j'en ai pas, mais je suis juste au-dessus de chez moi, je repars. Enfin, je dois être un de ceux qui a le mieux respecté le confinement. Je suis sorti depuis le début, je suis sorti 4 fois, c'était pour venir ici. Voilà. Et sinon, j'avais pas fait de courses, j'avais fait des courses avant, quoi. Donc, ils contrôlent, et on était trop proches dans la queue. En fait, on était à 50 cm les uns des autres, il y avait un genre de respect. Au bureau de tabac ? Ouais, au bureau de tabac. Ce qui les a intéressés, c'est pas de faire respecter les mesures barrières et le bien-être de la population, en fait. Tu vois, ce qui les a intéressés, c'était de faire leur quota de chiffre d'amende parce qu'il faut qu'ils fassent des quotas. Ça s'est pas arrêté, quoi. Parce que à la télé, le ministre de l'Intérieur, là, Castamou, là, il communique sur les chiffres d'amende, donc il faut qu'ils mettent des amendes. Et leur souci, c'est pas le bien-être. Quand ils ont vu que je m'énervais un peu, et puis ils ont dû me reconnaître des gilets jaunes, enfin, tu vois, me dit, ah, il y a du jaune sur votre sac. Je dis, bah ouais, je suis gilet jaune, quoi. Et là, le mec a commencé à vouloir me faire monter en graine pour que je m'énerve, pour qu'il puisse me sauter dessus. Et je l'ai vu tout de suite. Je lui dis, mais ça, c'est pas sérieux, les gars. Enfin, vous essayez de m'engrainer pour me sauter dessus, mais ça, c'est pas les mesures barrières. Vous voulez choper le coronavirus, vous voulez dispatcher le virus. Ben, ils m'ont pas répondu, tu vois, sur ce coup-là. Mais vraiment, pour moi, c'est ramener l'arbitraire de l'État, ce qui est vécu dans les quartiers depuis des dizaines d'années. C'est en train de se généraliser. On l'a vu avec les gilets jaunes, et là maintenant, ils sont en train de le généraliser à toute la population. Alors vous qui nous rejoignez sur le direct de Droits Citoyens, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Également à commenter si vous avez aussi à partager votre expérience. Et puis sachez que la première amende que Nicolas a eue de 135 €, elle peut être majorée à 1500, mais ils m'ont dit, hein, après c'est 1500 € et ils sont passés direct aux 6 mois de prison, quoi. 6 mois de prison après, d'accord. Ouais, mais bon, c'est une blague. Enfin, ils vont remplir les prisons, elles sont déjà saturées. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune espèce de sens. C'est ce que j'allais dire, avec la surpopulation carcérale qu'il y a, ils alors, ont déjà enfermé. alors non, parce que justement, ils ont permis à 5000 détenus en fin de peine de les libérer. Donc ils font de la place. Oui, bah comme ça permet que les détenus actuels qui étaient sursaturés puissent être un peu plus éloignés. Bon, on verra bien ce qu'ils font, mais je suis même pas sûr que je la recevrai, l'amende. J'ai pas eu de papier, j'ai pas eu de récépissé. C'était dans les annonces, hein, quand même. Hein. Tu étais censé avoir un récépissé à chaque contrôle. Hein. Alors, rien du tout. Hein. Donc, oui, je sais pas non plus. Alors, Sandra, pour situer, tu es où exactement? Moi, j'habite le quartier du Bernay. D'accord. Appartement, maison? Appartement, dans un immeuble. D'accord. Mais je suis plutôt bien, parce que moi j'ai une petite rivière, une forêt en face de mes fenêtres. Donc une vie sympa. J'ai un confinement, voilà, plutôt, je pense que je suis dans les personnes privilégiées par rapport à d'autres.
Et je pense que le confinement, le fait de le voir comme un jeu, c'est les gens qui peuvent avoir le luxe de le voir comme un jeu. Oui. Moi, j'estime que c'est plutôt du luxe parce que voilà, j'ai des conditions de vie qui sont bonnes, parce que je m'inquiète pas pour mon revenu, parce que voilà. Mais j'ai été 14 ans intérimaire. Je sais que il y a quelques années, le confinement aurait eu lieu, et ben j'aurais été en panique parce que moi, en étant un intérim, malheureusement, quand j'ai pas de revenus, mes enfants, enfin, moi je suis seule avec mes enfants, donc j'ai 2 enfants, donc j'ai un fils qui est plus grand qui habite Lyon maintenant. Mais à l'époque, j'aurais été vraiment dans une situation où je serais allée travailler. Et j'ai des amis intérims qui travaillent à l'heure actuelle. Parce que voilà, le confinement, faut le voir quand on y a accès, quand on peut l'avoir, c'est bien. Mais il y a énormément de gens qui ne peuvent pas l'avoir. Je pense ouvrier de la métallurgie. Moi, je connais des gens qui reprennent le boulot demain. Je vois pas l'intérêt. Je veux dire, ça ne fera pas mieux fonctionner le système hospitalier. Ouais. Voilà, c'est pas vital. Mais par contre, voilà, eux, ils y retournent parce que voilà, ils sont intérimaires et qu'ils savent très bien que, vu le marché de l'emploi, le marché du travail à l'heure actuelle, et ben s'ils disent non, et ben les agents d'intérim, elles rayeront leur nom et plus jamais ils travailleront. C'est ça la réalité du marché de l'emploi. Bien sûr, et les gens comme nous qui ont besoin d'un revenu, et ben ils se disent, et ben je vais y aller quand même, c'est pas grave, même si je risque ma vie, parce que il y a des comment dire, on réfléchit mal, ou je sais pas, on est pris à la gorge et on se dit qu'il faut aller travailler. Et je trouve ça très triste, et surtout à eux que je pense, parce que ceux qui sont dans l'obligation de travailler pour sauver des vies, les infirmiers, même les caissières, leurs conditions de travail, enfin je veux dire, c'est aberrant ce qu'on voit. Nous, on a la chance d'être confinés, c'est vrai, mais nous, enfin moi je vois, je suis plutôt bien, je pense notamment aux femmes battues, enfin je veux dire, être confiné avec un homme qui est violent avec vous, et ben ça doit être très très dur, et j'ai une pensée aussi pour toutes ces personnes-là. Il n'y a pas que l'aspect financier aussi, il y a l'aspect humain, c'est-à-dire que le confinement, ça doit pas être une partie de plaisir pour tout le monde, quoi. Donc, non. Voilà. Non, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que je pense que c'est pas un jeu pour beaucoup de monde. Ils veulent nous faire un aspect romantique du truc avec leur histoire. Il y a énormément de gens qui écrivent leur journal du confinement. Enfin, je veux dire, faut vraiment avoir le temps de penser à rien pour aller raconter comment on vit bien le confinement, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent très mal, le confinement. Et moi, je pense à beaucoup de personnes qui sont dans des situations extrêmement tendues chez elles. Comme vous disiez, il y a l'aspect matériel, c'est-à-dire quand on vit à 4 dans un 2 pièces, et ben il faut pouvoir supporter. Mais il y a aussi l'aspect, je suis dans une situation où je gère pas tout, et que du coup je me retrouve avec un homme qui boit, ou avec des problèmes avec mes enfants, ou avec être face à d'autant plus que le service, la plateforme qui devait recevoir les appels justement des personnes en détresse victimes de violences conjugales avait été fermée un laps de temps au début du confinement et a rouvert il n'y a pas longtemps. Et ouais. Et ça, c'est une aberration en soi, parce que je pense vraiment qu'il y a des femmes qui sont vraiment dans des situations où inextricables, enfin qu'elles ne voient pas de solution, et là se retrouver enfermées, je sais pas. Je sais pas du tout comment elles gèrent. Je pense qu'il va y avoir aussi des drames, quoi. Sans parler de la maladie en elle-même, il y a aussi des drames. Il y en a déjà eu, ouais. Il y en a déjà eu. On n'est pas forcément déjà au courant, hein, tu vois. C'est sans aucun doute. Mais je pense qu'ils sont pris au piège un peu de leur communication, de la société du spectacle et du buzz aussi, quoi. Hein, mais c'est ça. parce que la peur de tout le monde pour sa propre vie. Elle n'est pas rationnelle. Les chiffres, ils sont très clairs qui nous viennent d'Italie. La moyenne d'âge des morts, elle est de 79 ans, quoi. Alors, il y a des exceptions. Ça arrive. En Italie, les chiffres que j'ai vus, ils sont un peu anciens. Mais il y avait 5 personnes de moins de 40 qui étaient mortes. C'était des gens qui avaient des conditions graves par ailleurs, en fait. Donc, ils essayent, ils ont une stratégie. Bon, il y a des choses qui les dépassent, qui sont la société du spectacle et les réseaux sociaux, mais ils ont une stratégie de confinement qui est infantilisante, en fait, via la répression. Et il a fallu toutes les oppositions à l'Assemblée pour leur dire non, mais vous n'allez pas faire des peines de prison comme ça, en fait. Ils en ont fait quand même, hein. Ils ont fait des concessions, tu vois, pour dire alors oui, justement, on fait il faut tous rappeler ensemble. que ces mesures-là, justement, le fait est qu'il y a l'état d'urgence sanitaire permet justement de diriger la France par ordonnance. Oui, mais ça, c'est autre chose. Mais il faut le rappeler aussi aux gens qui nous écoutent, que le gouvernement a tout pouvoir, a plein pouvoir. Ça, on a fait une émission spéciale là-dessus, donc tu fais bien, je sais plus, alors tu as peut-être mieux le compte que moi, c'était la 3 ou la 4, celle-là.
Je crois que c'était. Ouais. Mais allez sur la chaîne YouTube de Droits Citoyens et regardez toutes les émissions. Il y en a une sur le tas qui est spéciale, sur ce sujet-là. Mais oui, pour reprendre le fil de ce que je disais, je sais plus trop d'ailleurs si la prison, ils sont pris au piège de leur mode de maintien du confinement qui est pas coopératif, on va dire, qui est pas basé sur la responsabilité des gens en fait. C'est-à-dire que les gens demandent le confinement. Il n'y a pas besoin de les engueuler et de les infantiliser. Et ils s'imaginent que plus ils vont faire peur aux gens, plus ils vont respecter le confinement. Du coup, ils font peur aux gens, pour un certain nombre de gens du gouvernement, mais il y en a d'autres, ils sont censés préserver l'économie. Et du coup, ils disent non mais attends, et du coup, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Voilà. C'est ça qui est paradoxal. C'est on fait le confinement, un réel confinement, c'est-à-dire qu'on arrête les activités économiques non nécessaires à notre subsistance. Donc ça, c'est pas dur à comprendre. Hein. Je veux dire, la métallurgie, les gars qui sortent, ou les pochons pour chat, les gars qui sortent de la bouffe pour chat, ça va pas être un drame s'ils s'arrêtent. Je veux dire, je sais pas si vous avez suivi SNF cette semaine, Nestlé, il travaille. C'est dans notre région. Hein. Moi, je vous parle des entreprises que je connais. C'est quoi cette polémique, justement, autour de SNF? Eh bien, SNF, ils ont voulu arrêter parce qu'ils avaient des conditions qui n'étaient pas bonnes de travail. Donc, on leur a donné les conditions de travail bonnes, il paraît, parce que j'ai pas eu les infos de tout le monde, hein, mais à ce que j'ai compris. Mais par contre, le directeur leur a placardé dans l'usine un communiqué comme quoi il fallait qu'ils viennent travailler parce que le capitalisme est nourri. Enfin, je veux dire, c'est aberrant. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver à des logiques comme ça. Le gouvernement, s'il veut le confinement, eh ben, il arrête toutes les activités économiques qui sont pas nécessaires à la subsistance du pays. Je pense que SNF, ils font de l'hydrocarbure, ils traitent ils ont un procédé ils font, je sais, c'est un truc chimique pour traiter l'hydrocarbure. Je vous expliquerai pas en détail, j'y connais rien. Mais par contre, je vois pas en quoi c'est nécessaire à la survie du pays, quoi. Je comprends pas. On met en danger, parce que c'est pas des petites entreprises, hein. Nestlé, c'est une des plus grosses, ils sont très nombreux, enfin, moins maintenant au fil des années, mais ils sont très nombreux. Alors oui, ils vivent la concurrence. C'est-à-dire qu'en interne, on leur dit, on va délocaliser en Pologne, c'est la grande manière de pressuriser les ouvriers, c'est de leur dire ça, qu'ils vont partir. Mais franchement, je ne comprends pas que l'État puisse dire aux citoyens lambda ou aux personnes plus ou moins privilégiées comme moi, vous restez chez vous et vous faites pas de bruit. Et à côté de ça, il laisse aller travailler 300 personnes tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour férié, il n'y a rien, ils travaillent en 5-8. Ça fait du mouvement. Vous n'allez pas me dire que l'épidémie, elle ne va pas se propager. Bien sûr que si, les épidémies vont se propager. Ou ils ont un discours cohérent et ils disent, oui, on veut limiter l'épidémie, donc oui, tout le monde reste chez soi, tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas nécessaires, ils restent chez eux, et où on arrête le confinement. Je veux dire, il faut être logique. Là, il y a des gens qui travaillent, qui font des alternateurs, ils sont schizophrènes parce que ils transmettront l'épidémie. Le professeur Raoult, où on confine tout le monde, où on confine personne. Moi, je voudrais faire juste un rappel de droit élémentaire, parce que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a quelqu'un qui a diffusé un document qui devait être signé sur l'honneur par le salarié. Pour l'employeur qui demandait à ses salariés de venir travailler, de signer une décharge. Voilà. C'est totalement illégal. En aucun cas. Voilà. C'est illogique. Enfin, je veux dire, c'est totalement. En fait, les entreprises, elles se dégagent totalement de responsabilité. Enfin, je veux dire, ça, c'est comme le BDF qui dit il faut nationaliser. Comme d'habitude, on va socialiser les pertes, on va nationaliser les pertes, et puis quand ils feront des bénéfices, ça ira pas dans nos caisses, ça ira dans les leurs, dans leurs poches. C'est pas logique. Je veux dire, il faut être logique. En 2008, déjà, on l'avait fait avec les banques. J'espère qu'on va pas le refaire là. C'est complètement aberrant. Ah bah ça y est, c'est déjà parti là. Hein. Ah mais oui. Ils ont déjà commencé. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je veux dire, je comprends pas qu'on puisse accepter ça en tant que citoyen, parce que les caisses de l'État, c'est notre argent à nous. Et oui, mais on est dans la panique là. Ils nous ont créé une panique. Nous, on a essayé de relativiser, on a fait une émission. Alors après, c'est difficile de relativiser. Alors il y a des données scientifiques. On fera peut-être la prochaine là-dessus parce que mercui, il y a les statistiques de mortalité hebdomadaire qui sortent. Mais le professeur Raoult, qui fait le buzz, comme on dit, sur la chloroquine, lui, on a passé une de ses premières vidéos. Là, j'ai encore vu mercredi dernier. J'ai encore vu un article aujourd'hui où, pour lui, le confinement, c'est des méthodes moyenâgeuses, en fait. Tu vois, en
faisant cette dualité, si tu veux, ça met les gens encore plus en panique. Mais le problème, c'est que le gouvernement, ils y voient bien leur intérêt, si tu veux. C'est que ça fait 1 an et demi qu'on est gilets jaunes. Nous, on s'est croisés aux gilets jaunes, c'est de là qu'on se connaît. Hein. Ils n'arrivaient pas à calmer la colère sociale. Les avocats, ils étaient en grève. Là, dans les arrêtés, dans les ordonnances, ils ont dit attention, c'est très important, la continuité juridique, en fait. Oui, non, mais gros, la continuité juridique a été coupée. Ça faisait 8 semaines que les avocats, ils étaient en grève, quoi. Les hôpitaux, pareil, en fait. Là, ils réquisitionnent les hôpitaux. Mais ça fait, dans les statistiques, on reviendra dessus, je pense, à la prochaine émission, dans les statistiques de mortalité de la grippe, ça fait 3 hivers, sans compter celui-là, hein, les 3 derniers hivers, où on a eu des pics de surmortalité à 3000 surmortalités par semaine. C'est-à-dire qu'en France, on a une courbe comme ça, hein, en gros, il y a, les gens vivent, et les gens naissent et les gens meurent, quoi, hein. En gros, il y a 8000 personnes qui meurent à peu près en été, et puis ça fait une sinusoïde, et il y en a plutôt 9000 en hiver. Et tu vois que sur les 3 derniers hivers, tu as des pics à plus de 12 000. On remettra la vidéo du professeur Raoult il faut vraiment me rappeler parce que sinon on va oublier. Non, j'y penserai parce que je pense que c'est important. Parce que justement, il y a des schémas qui sont très bien expliqués. Oui. Après, quand on dit relativiser, c'est le confinement, on doit le vivre et pas le subir. On le subit. Hein, oui, attention. On doit pas le subir. C'est-à-dire qu'on doit l'accepter. Du fait est parce qu'on sait justement qu'il y a actuellement depuis plus d'1 an des soignants qui ont manifesté justement leur colère de manque de moyens. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut l'accepter le confinement. C'est pas contre oui, tu fais bien de le redire, mais relativiser, pour eux. Relativiser, ça n'est pas dire il faut pas se confiner. C'est-à-dire que même ce que dit le docteur Raoult, il dit c'est des méthodes moyenâgeuses, et lui sa méthode c'est c'est ce qui a été appliqué en Corée et ça marche très très bien. Il faut dépister et traiter, mais notre gouvernement il veut pas accepter que la chloroquine ça peut traiter. Peut-être que c'est pas un bon médicament, moi je suis pas expert, et il faut des dépistages massifs. Le problème, c'est qu'on n'a pas les capacités industrielles pour produire industriellement le nombre de tests nécessaires. Donc effectivement, le confinement, il paraît indispensable. Et de toute manière, dans le doute, il est appliqué de manière... je veux dire, moi, je suis le premier à relativiser sur la mortalité effective qu'il va y avoir liée à cette maladie, le premier à relativiser sur l'intérêt des mesures, et en même temps, je ne suis pas sorti de chez moi pendant 1 semaine et demie. Je le respecte, ce confinement. Dans le doute, abstiens-toi. Donc voilà, il y a un doute. On va pas entraîner des surmortalités. Effectivement, comme tu le rappelles, Vincent, c'est lié au saccage du système hospitalier. Ça, il y a une statistique que j'ai sortie, moi. C'est juste une photo. Ça vient de Cerveau non disponible, je crois. Et alors, c'est épatant. Tu vois le nombre de lits par habitant. Il y a un nombre de lits par 1000 habitants, je crois. Et en Italie, il n'y en a que 2 et des bananes. En France, on est à peine au-dessus. En Corée, ils sont à 7. En Allemagne, ils sont à 6. Et là, dans les médias, j'ai vu, ils se posent des questions, ils se disent « Mais comment ça se fait? Il n'y a pas de mortalité en Allemagne, on ne comprend pas, c'est bizarre. » Bah ouais, il y a un système hospitalier qui tient la route, quoi. Donc les gens qui sont malades, on les soigne, et puis voilà. Non, et puis c'est bien beau, mais le service public, on y tape dessus, dessus depuis 15 ans. Je veux dire, après, on paye ce que les politiques antérieurs, Macron a fini le travail, mais je veux dire, les autres avant n'ont pas fait mieux. Je veux dire, ne pas soutenir les hôpitaux publics, c'est ça qui devrait être le vrai débat. C'est-à-dire que ils sont bien marrants de dire oui, il faut rester confiné parce qu'on n'a pas les moyens de soigner. Mais je trouve que c'est super triste de dire ça. Et moi aussi, je respecte. Mais ils le disent pas, ça, Sandra. Ça, c'est nous qui le disons. Eux, ils font passer un message. Le virus est dangereux. Je sais pas si tu as regardé l'intervention du Premier ministre. Moi, j'ai regardé. C'était ultra anxiogène. Mais oui. T'as vu les reportages en mode TF1, j'ai jamais vu ça, moi, hein, c'était hallucinant. Mais bien sûr, mais la propagande d'État, elle est là. Enfin, je veux dire, la propagande d'État, c'était pas anodin. Choisir cette date, il aurait pu dire le confinement il y a 3 semaines, il y a 1 mois, au mois de janvier, quand Buzyn elle a tiré l'alarme, il aurait pu, mais il l'a pas fait. Il a choisi. Moi, je pense au calendrier politique. Ah ben ils ont instrumentalisé c'est pas anodin. Je veux dire, ils ont choisi cette date-là parce qu'il y avait l'acte 70, il y avait l'appel national à Paris, parce qu'il y avait c'était le week-end annuel contre les violences policières, c'est chaque année ce week-end-là. Je veux dire. Donc en fait, la date, elle a été choisie en conséquence. On avait évoqué peut-être qu'il y avait une stratégie derrière, mais faudrait pas sombrer dans le complotisme. Non, tu peux mettre ton vocodeur, Vincent. Attendez. C'est pas une histoire de complotiste que de dire que
ont des agendas, hein, ils sont pas fous, ils partent pas. Enfin, moi, j'ai un agenda et pourtant, moi, je suis petite manœuvre. Donc, j'imagine qu'ils ont un agenda aussi. Ils sont pas bêtes. Je veux dire, il faut pas les prendre pour plus idiots qu'ils ne sont. Hein. Moi, malgré ce gouvernement, on a du mal à les prendre pour des intelligents, parce que vu les conneries qu'ils nous disent. Mais je veux dire, il faut bien avouer que cette date-là, elle était quand même pas anodine. Sandra, je veux dire, moi, je devais aller à Paris ce week-end-là, et ben j'y suis allée quand même, parce que je trouvais aberrant, je pensais pas que la situation était si grave que ça, et moi, la propagande d'État, elle me gonfle, quoi. Enfin, je veux dire. Bah, bien sûr, on est d'accord. Et je veux dire, cette date-là, moi, je suis bien persuadée qu'elle n'était pas anodine. Alors, j'ai entendu dire, moi, que... C'est une histoire de réfléchir à ce qui est important. Je veux dire, Macron, il sait très bien que s'il tient, c'est grâce aux flics. Je veux dire, bien sûr. Mais les flics le savent, hein, même. Pourtant, ils sont pas très malins, les flics, hein, mais ils le savent. Je voudrais dire quand même. Mais en attendant, ils sont armés, et pas nous. Et quand on voit que tous les corps de métier manifestent, je sais pas si elle m'entend, on l'a bien vu dans les Gilets jaunes, hein, tous les corps de métier manifestent. Il n'y en a pas un qui, là, avec la retraite, j'ai pas vu un corps de métier qui a été épargné par les manifestations. Même les artisans se mettent à aller dans les rues. Pourtant, les indépendants, on peut pas dire que ce soit des gens engagés politiquement. Non, c'est sûr. Ouais. Enfin, voilà, on est d'accord. Donc, je dis pas que le confinement a lieu pour ça, mais je pense que les dates sont bien choisies. C'est-à-dire qu'il n'a pas choisi un week-end anodin, il n'a pas choisi, c'est pas fait... et du coup, je voulais te poser la question, parce que moi j'ai entendu des rumeurs, et j'ai vu des images, mais ça correspondait pas. J'ai vu des images où ça disait les gendarmes se sont interposés entre les manifestants et les brigades de chiens enragés, là, les nouveaux voltigeurs, là. Des casques blancs, ouais. Est-ce que tu as vu ce genre de choses, toi? Est-ce que tu as vu des gendarmes qui se seraient interposés? Parce que ça a tourné sur les réseaux sociaux, ça. Mais alors, attention, moi, c'est la première manif et j'en ai fait pas mal. Ouais. Et je suis pas quelqu'un qui ait spécialement peur des gendarmes. Je sais bien. C'est-à-dire, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Marseille, j'ai fait... il y a des villes que j'ai pas faites, mais je veux dire, j'en ai fait quelques-unes. Et celle-ci, j'ai rarement vu un tel déploiement de force. Ouais. Il y avait 50 camions de gendarmerie. Il y avait je ne sais combien de brigades, justement des voltigeurs qui tournaient. C'était vraiment impressionnant. Et au niveau de la violence, c'est la première manifestation. Pourtant, j'ai fait ce qu'on appelle des NAS mobiles, c'est-à-dire qu'à Marseille, à Montpellier, c'était des NAS mobiles, c'est-à-dire qu'ils nous encadrent et ils nous laissent pas bouger, quoi. Hein. On suit le parcours. C'est lié, hein. Pardon ? Non, on parlait entre deux, on disait que c'était pas hors sujet ou pas hors sujet, mais c'est lié, oui. Moi, je sais pas, il faut faire attention à pas tomber dans le complotisme, mais en même temps, c'est vrai que moi, le temps, c'est super accéléré, si tu veux. Donc, je le savais, ce que tu dis, mais si tu veux, j'avais tendance à un peu l'oublier. C'est vrai que le contexte, en t'écoutant, je me suis dit, mais ouais, en fait, ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu très, très peur, quoi. Bien sûr. De ce 14 mars, là, parce qu'il y avait vraiment un appel. Tu avais dit, Nicolas, justement, que le 49.3 a eu lieu un samedi. Ouais. C'était déjà une instrumentalisation du coronavirus, en fait. Voilà. Sortie de Conseil des ministres coronavirus. Oh bah tiens, finalement on a une autre idée. On va vous demander de faire un confinement parce que c'est grave, quoi. La veille des élections. Wesh les gars, c'est quoi le délire? Pour moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, si tu veux. Est-ce que moi je le dis dans ces émissions-là, là je fais le signe et tout, je dis il y a incompétence, cynisme, chacun placera son curseur, si tu veux. Je sais pas dire qu'est-ce qu'il y a derrière comme intention, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'ils ont saboté les élections. ça je sais le dire, quoi. Et après, intentionnellement ou parce qu'ils sont des tanches, sans doute un peu des deux, hein, tu vois. Mais alors, je voudrais revenir un peu. Ils ont saboté les élections et ils ont saboté une réunion de citoyens qui devait avoir lieu sur Paris. Hein. Enfin, il y avait des conférences du CNRS sur comment lutter contre la violence d'État. Il y en avait 2 prévues dans le week-end. Enfin, je veux dire, c'était 100 chercheurs qui se réunissaient avec justement des places pour les citoyens et tout. Je veux dire, c'était alors. Donc, si on comprend bien, il y a des événements qui étaient très importants qui avaient été programmés à ce moment-là. Et bien sûr, le dimanche à Paris, donc il devait y avoir c'est le week-end contre les violences policières. Plusieurs collectifs souvent Justice pour Adama, mais d'autres, Vérité pour Mehdi Baboucar, plein d'autres. Ça commençait à bouger dans les banlieues, clairement. Ouais.
Je veux dire, ces lieux-là qui sont des lieux des dates importantes de convergence. Enfin, je veux dire, les Gilets jaunes venaient de subir 1 an et demi de violences policières. Enfin, je veux dire, c'était pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était important. Et je pense qu'il y allait avoir. Enfin, je sais pas, hein, je peux pas dire, je suis pas une boule de cristal, mais on était très nombreux à aller sur Paris, en tout cas pour ça, pour l'appel national et pour le week-end contre les violences policières. À la sortie, il n'y a rien eu. On s'est retrouvé à une manifestation où les CRS étaient très agressifs. Moi, c'est la première fois où des CRS, sans que je bouge, viennent me mettre des coups de bouclier alors que je leur fonce pas dessus. Ah ouais. Je veux dire, ils étaient remontés, mais on a vu des scènes quand même aussi qui circulent avec les soignants, hein, les blouses blanches qui tout le monde. Ouais. Moi devant moi, ils ont renversé, mais ça je l'avais déjà vu à Montpellier, mais ils ont renversé des gens en fauteuil roulant. Enfin, je veux dire, ils étaient d'une agressivité, mais sans borne, j'ai envie de dire, ils avaient peur. Alors que pour être dans les manifestations souvent, moi j'estime qu'on est pacifique, qu'on leur fait, Oui, mais la stratégie était la bonne. Là, sur le 14 mars, la stratégie, c'était pas d'appeler à un seul endroit. Il y en avait de partout. Ça disait, il y avait un appel qui était venez n'importe où dans Paris. Il y a une manif là, une manif là, une manif là, et on se retrouve tous à l'Élysée. On va sur les champs, quoi. Tu vois, ça c'est la super bonne stratégie. Et c'est possible que ça leur ait fait peur. Mais bon, pour qu'on revienne à notre sujet, parce que sinon on va vraiment dériver complotiste. Ouais. Non, parce que non, mais c'est pas grave. Je pense que c'est lié. C'est pas le cas de Droits Citoyens. En tout cas, moi je suis. Non, moi non plus. Moi, Sandra non plus. Voilà, nous on donne la parole à Droits Citoyens justement aux personnes et ça permet justement d'avoir des points de vue différents et essayer de voir les points communs parce que moi je suis pas gilet jaune donc forcément là vous réveillez un peu. On t'a beaucoup vu aux manifs quand même, Vincent, pour quelqu'un qui n'est pas gilet jaune. En tant que journaliste bien entendu, mais là justement Sandra évoque qu'il y a eu des événements qui étaient programmés a posteriori et donc de ce fait, pour moi ça me fait réfléchir. Je me dis voilà donc c'est très intéressant. Mais je pense que le calendrier politique, il n'est pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est des événements publics, c'est pas des trucs. On n'est pas encore à se cacher pour faire ce qu'on a à faire. Donc, c'est des événements publics. Donc, du coup, le calendrier politique, enfin, moi, à mon avis, hein, les décisions politiques, elles sont pas prises au hasard et elles sont pas prises de manière. Aujourd'hui, on décide ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est là, si ça va être depuis janvier, c'est pas une histoire de complotisme. Hein, vraiment, je suis plutôt contre les contre-informations des complotistes qui voient des trucs bizarres partout. Moi, je dis pas que surtout sur le Facebook, coronavirus n'existe pas. Hein, attention, il faut pas tout mélanger. Mais je pense que quand même, les hommes politiques, de manière générale, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils organisent à 6 mois, à 1 an, peut-être même à 18 mois, à 2 ans, j'en sais rien. Moi, je ne vais pas si haut, mais je pense que eux, en tout cas, ils le font. Bien sûr. Macron, il est en élection, hein. Il est en campagne. Voilà. Hein. Macron, quand il disait en même temps, c'était bien qu'il savait ce qu'il allait faire. Hein. Et je veux dire, il y a des dates qui sont quand même hyper symboliques. Je veux dire, l'appel national des Gilets jaunes qui soit à Paris ce week-end-là, c'était pas anodin non plus. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est normal, on s'organise, on essaye. Et l'État est très organisé, je pense. Le gouvernement est quand même organisé. Donc moi, je pense qu'il y a des dates comme ça, c'est pas du complotisme. Non, bien sûr, mais ils sont d'étanches dans leur cynisme et ils sont cyniquement d'étanches, tu vois, parce qu'ils donnent des informations contradictoires. Enfin, pour moi, l'image de l'apprenti sorcier et de Fantasia avec Mickey et ses balais là, c'est parfait. C'est-à-dire que alors justement, Mickey, Nicolas, tu avais il... évoqué Nicolas justement la dernière fois que Emmanuel Macron avait pris des points de sympathie auprès des Français. 13 points dans les sondages. 13 points, donc Mais il faut qu'ils se méfient de ça, vraiment. Je pense que c'est là où ils sont bêtes, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr qu'ils sont manipulateurs, cyniques, etc. Ils sont très bons dans les chiffres, mais ils sont déconnectés du réel, et c'est ça qui les rend crétins, en fait. Et qui ne se rendent pas compte. Non seulement ils sont déconnectés du réel, mais en plus, ils vivent dans un temps anhistorique. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un tout petit peu de mémoire. Tu te rappelles que François Hollande, il a fait du +20 pendant les attentats. Mais ça a duré combien de temps, hein? Je peux dire 6 mois, mais je pense que ça n'a même pas duré 6 mois. Le mec, il était déjà super bas. Il est remonté parce que c'est normal. Enfin, je veux dire, en situation de panique, on était tous en panique, c'est des attentats. Là, on est tous en panique, c'est le virus. Bon, tu te ressoutes derrière le chef. Que les attentats, c'était beaucoup plus choquant que le coronavirus. Oui et non. Les attentats, c'était choquant. Et il y a eu 200 morts d'un coup par balle, donc c'est des morts violentes. Mais ça a été un choc traumatique très intense, mais très bref. Et après, il y a eu la peur un peu diffuse, qui est d'autres attentats. Si tu veux, sur le virus, là, c'est une peur diffuse sur la longue durée.
Donc, en termes de, si tu veux, si tu as ça de niveau de stress, mais sur cette période, ou si tu as ça de niveau de coronavirus, et on lui disait avant, enfin, il a été hospitalisé, donc, on lui a dit avant, et ben écoutez, vu ses antécédents. Alors, attends, on a été coupé, le Facebook Live a coupé. Est-ce que tu viens de remettre en route, c'est reparti, Vincent? Bon, et ben, peut-être on dit un petit mot. Bonjour, bonsoir tout le monde, désolé, il y a eu une coupure Facebook, je sais pas combien de temps elle a duré. Bah écoute, on espère que les gens vont se reconnecter. Hein. C'était tellement intéressant ce qu'on disait que probablement qu'ils vont chercher partout pour trouver le deuxième live. Mais j'espère. Et puis sinon, il y aura les replays. Mais voilà, du coup, bah, on vous dit rebonjour. S'il y a des gens qui tombent sur ce live d'un seul coup, peut-être on peut... Non, là, on est en direct sur la web radio. Et là, j'ai relancé le Facebook Live. Tu peux représenter droit citoyen, tout ça, comme tu fais d'habitude. Tu fais mieux que moi, je sais pas faire, on va le refaire. Ouais. Et pour l'instant, on attend de voir continuer sans problème. Je D'accord. reprendre. Ok. Moi, je voulais juste dire que c'est aberrant qu'on ne puisse pas soigner tout le monde et qu'on soit obligé de faire des choix. Et j'aimerais pas être à la place des soignants. Ah bah non, clairement. De dire à un patient, je pourrais vous soigner si j'avais les moyens, mais je le ferai pas parce que faut que je fasse des choix et que je choisis que les personnes de plus de 70 ans, plus de 65 ans ne puissent pas bénéficier des soins. Quoi. Moi, je trouve ça fou. Mais après, je pense que le milieu hospitalier, Bichette, ça fait tellement de temps qu'ils demandent. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait grève. C'est pour ça que ça fait 1 an qu'ils sont en grève. Sûr. Parce qu'il y a eu les 3 derniers hivers des épidémies de grippe dramatiques et que ça les a mis à bout. Donc, je voudrais juste faire un petit point, puisqu'apparemment, on a pu relancer le Facebook Live. Donc, on est toujours en direct sur la web radio. Mais apparemment, on a été coupé. Donc, c'est une coupure volontaire qui vient de Facebook et pas de notre côté. Hein, voilà. Ah, d'accord. Et pourquoi ils nous auraient coupé alors? Problème technique, c'était marqué. Donc, d'accord. Voilà, sans plus. Parce que c'est comme dans les trucs, dès que tu dis 3-4 fois le même mot. C'est possible. Là, ils ont entendu violence policière. Non, mais moi, le problème, ce qui me dérange, c'est que les modérations de Facebook sont faites par des personnes qui ne résident pas en France, qui sont à l'étranger et qui appliquent des procédures qui ne sont pas applicables en France. Donc, voilà, il y a des choses qui modèrent. Je veux dire, notre façon de parler, le français, le familier, notre façon d'exprimer, eux ne le parlent pas de la même façon. Et bien souvent, les gens se font modérer par Facebook sur des propos qui ne sont pas diffamatoires ou autre chose, mais qui font partie de la discussion courante, sauf que des fois on est modéré. Donc là, c'est une coupure technique qui vient de Facebook, donc j'ai relancé le direct. Donc là, il est bien relancé, mais en tout cas, on est toujours en direct sur Web Radio. Donc voilà. C'est juste pour dire qu'on en a marre d'être modéré. Voilà. Oui, ça, moi, j'imagine. J'ai vu qu'il y avait pas mal de pages Facebook qui sont ouais, voilà. Et puis nous, on n'est pas à l'abri de ça également. Hein. Voilà, exactement. Personne n'est à l'abri de rien à notre époque, même si tu es confiné. Et du coup, ça nous permet de partir. Moi, j'ai vu... Alors, ouais, parce qu'il y a des commentaires quand même, parce qu'il y a Linette qui me dit que c'est dur de nous trouver sur Internet. Eh ben non, parce que droit citoyen, c'est en un seul mot. Donc, il suffit de chercher droit citoyen en un seul mot sur droit citoyen et vous retrouvez tout le site Internet, les vidéos, les reportages que nous faisons et également sur Facebook. Voilà, c'est dit. Ouais, et du coup, moi, ça me fait penser, maintenant qu'on parle de Facebook, il y a 2 vidéos que je t'ai envoyées, Vincent, et peut-être qu'on mettra en lien de ce live tout à fait, des deux, on a discuté. Qui sont 2 vidéos, une première de, je sais plus son prénom, Gay, un député communiste, non, un sénateur communiste, je dis toujours député, c'est un sénateur communiste qui a fait un discours de 2-3 minutes. Alors, il a beaucoup plus parlé au Sénat, mais ça a été édité, balancé sur Facebook, 2 200 000 vues et toujours en cours. Donc, je pense que celle-là, elle part vers les 3 millions. Et puis, il y a une petite vidéo d'un professeur de médecine qui n'est pas le docteur Raoult, mais qui défend à peu près la même ligne, sur LCI, une interview qui dure 3-4 minutes, à peine plus longtemps, et qui était en fin d'après-midi à 700 000 et en montée, en fait. Et je me suis dit, on parle des fois de manifestations numériques, on parle d'aller aux fenêtres, etc. Dans le monde réel, aller aux fenêtres, peut-être mettre des banderoles avec des messages clairs. J'en ai mis une, moi. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas voilà, du tout. Donc je voulais juste vous confirmer ce que je disais tout à l'heure. Donc j'ai eu une notification par Facebook en disant que notre vidéo était contraire aux règles de la communauté de Facebook. Donc c'est pour ça qu'ils l'avaient coupé. Donc, il y a 35 minutes. Donc, il y a 35 minutes. Ouais. Alors je vous lis exactement ce qui est dit. C'est vraiment du n'importe quoi, mais c'est d'une hérésie mais totale.
Je suis en train d'ouvrir. Ouais, Qu'est-ce qu'on a enfreint comme règle? Merde. Non, mais je comprends pas. Faut leur demander. Je comprends pas. Cette publication ne respecte pas nos standards de la communauté en matière de contenu indésirable. Donc il faut nous dire en quoi nos contenus sont indésirables. Mais je pense que c'est la police de la pensée. C'est-à-dire il y a que, des chances. est-ce qu'on pense pas comme il faudrait? Non. Est-ce qu'on pense tout court en fait? Je pense Non, que mais- ça, il faudrait pas. On pense et il faudrait C'est ça. pas. Alors c'est Ils marqué. aimeraient bien qu'on pense plus. En plus c'est marqué en anglais, donc je sais pas ce qui. Tu peux lire peut-être l'anglais? Oui. Là je l'ai surligné là. Ah, ce qui est écrit en anglais, c'est Only people who manage droit citoyen can see this post. Ça veut dire il y a que toi qui es manager du truc droit citoyen qui peut le lire. Du coup, c'est pas du tout une Ok. explication. C'est Voilà, pas du tout une d'accord. explication. Donc voilà, c'est pour vous Ouais. dire qu'en direct, que nous avons été modérés, comme je l'avais pressenti, et c'est juste du n'importe quoi. Voilà. Peut-être qu'il y a confinement dans le titre de l'émission, ça leur a pas plu, je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas qu'il faut qu'ils arrêtent quoi, parce que nous sommes un média. Pendant le Alors, confinement. ouais, alors Droit Citoyen est un média, est un vrai média, enregistré à son propre numéro ISSN, à son dépôt de marque Ah, il faut que Droit t'expliques Citoyen. c'est quoi ISSN là, moi je sais pas ce que c'est. C'est le répertoire qui rassemble tous les médias, presse, télévision, les médias en ligne. Nous Ok. payons la SACEM, nous sommes un vrai média, donc il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. C'est que, mais nous n'avons pas la popularité de certains médias de masse, comme tu aimes dire, Nicolas. Et de ce fait, nous, petits médias, nous sommes très mal vus. Voilà. Ouais, mais même les gros dans les petits médias, hein. Le média, ils se sont Non, fait censurer aussi. le média, hein. oui, mais le média n'est pas un média de masse. Non, c'est un mais média ils font des centaines populaire, de milliers de vues, tu mais vois. c'est Ça un empêche média pas YouTube c'est un de les média censurer, populaire. ouais. Voilà. Donc voilà, c'est comme d'habitude, quoi. Donc J'ai envie de dire, c'est quand même très révélateur parce que voilà, on censure le populaire, quoi. Bien sûr. Donc ouais. ça montre bien que nous, les classes travailleuses, j'ai envie de dire. mais il faut que les c'est gens classes- ils le dénoncent, quoi, parce que Facebook fait sa propre police. Et justement, la police de la pensée, apparemment, on réfléchit pas de la même façon. Le Droit Citoyen Voilà. est un média libre et citoyen, et le Droit Citoyen redonne la parole aux citoyens. Voilà. Donc du moment où on diffame pas, ou qu'on n'insulte pas les gens, qu'on menace pas, je veux dire, je vois pas Non. pourquoi. Qu'est-ce qu'on enfreint Je montre pas de seins nus. Non, je mais montre on des les a petits traités chats. de tanches un peu, le gouvernement, quand même. Hein. Non, mais on est en démocratie, il faut le rappeler, la liberté d'expression, aussi bien celle de la presse, doit être respectée comme le prévaut la loi de 1881. Voilà, donc Oui, nous sommes mais réglementés. on peut- Moi, j'avais une phrase qui me plaisait bien, c'est-à-dire la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. C'est-à-dire que tant qu'on reste un média qui ne touche pas trop les gens, et ben autant censurer quand on dit des choses qui déplaisent à certaines personnes, comme ça au moins on est sûr que les gens se mettront pas tous à penser pareil. Parce que c'est ça aussi la propagande, c'est le fait de parler entre nous. Mais même, enfin moi je parle de propagande même à notre niveau, à nous, tous ceux qui pensent, qui croient en certaines choses, le fait de parler à son voisin, on espère convaincre quand même que nos idées sont les bonnes. Enfin je pense, hein. Bah oui, Et oui. du coup, un média c'est aussi ça, c'est-à-dire que pour moi le journalisme ça peut pas être partial. Pour moi c'est deux mots qui ne sont pas, c'est pas. Alors moi, c'est pas possible. en tant que directeur de la publication, je le suis, puisque je donne la parole à tout le monde. Après, Non, voilà. ouais. partiel, ça veut dire que tu prends parti. ah oui, non, mais j'avais pas entendu Tu ça. prends pas Ouais, parti, ouais. toi. Ouais. J'étais en train de lire les commentaires de Facebook. En Mais même. après, il faut pas non plus, encore une fois, dériver vers le complotisme. C'est des modérations automatiques par des gens qui sont C'est dans ce que je d'autres langues. dis. tu C'est vois, ce que je dis, c'est que Oui, souvent. mais c'est automatique, c'est-à-dire il y a des mots, c'est certains mots, il faut les censurer. Non, mais c'est certaines surtout des idées, gens, il faut les c'est surtout censurer. des gens en Tunisie, au Maroc, en Algérie, je sais pas où, mais qui n'ont pas un français familier tel que nous l'employons, Bien sûr. que leur réglementation dans leur pays, les lois libertaires ne sont pas les mêmes que les nôtres, et que en France nous sommes en démocratie. Donc de moment où on diffame pas, C'est pas- qu'on parle pas de la calomnie, nous sommes en droit de pouvoir le faire, et qu'on soit modéré par des gens qui ne vivent pas en France, qui ne sont pas sur le territoire national. Je trouve ça honteux de la part de Facebook, qui a une représentation en France et qui est représenté par Monsieur Laurent Soli, que nous avons déjà sollicité à plusieurs reprises, aussi bien sur Twitter que sur Facebook, et qui ne veut pas entendre raison. Et que ça commence vraiment à me gonfler personnellement. Voilà. Oui, mais bon, Eh ben oui. tu peux pas lutter. Enfin, je veux dire. Non, mais ça m'empêche pas de le dire. Le fait oui, d'avoir bien un média sûr. n'empêche pas de le Bien dire. sûr, bien Donc, sûr, mais de nous, alors il faut Moi, nous je comprends. expliquer.
cette publication ne respecte pas nos standards de la communauté en matière de contenu Non, mais ça veut rien indésirable. dire. Ça veut rien dire. Et c'est quoi qui est indésirable dans ce qu'on dit, quoi? Mais en fait, ils s'en foutent. C'est pas la question, en fait. Ils ont des obligations de modération. Donc, le confinement n'est pas un jeu. On va revenir. Hop, voilà. Il est 21h59. Ça fait En tout cas, ça va faire 55 minutes. C'était une bonne conversation. On va clôturer parce qu'on va pas rester longtemps. On va vraiment faire 1 heure parce que sinon après on va trop s'étaler. Ah, mais ça serait bien d'arriver à évoquer quand même ces histoires de Facebook là, et de chloroquine, tu vois, les 2 vidéos. Mais justement, je voulais revenir sur la chloroquine, justement. Ouais. Voilà. Mais pour finir sur la censure Facebook, il y a comment dire, c'est un acteur indépendant. Voilà, c'est un État mondial, Facebook. Ils ont des budgets. Enfin, je veux dire, Macron, il a rencontré Zuckerberg comme si c'était un autre chef d'État. En fait, ils négocient. Ils ont refroidi les réseaux sociaux. Ça, c'est pas du complotisme, c'est des choses qui sont avérées. Ils ont expérimenté sur les révolutions et les printemps arabes, qui ont quand même, enfin, je veux dire, ce n'est pas que les réseaux sociaux qui les ont démarrés, mais il y a des choses qui se sont passées là-dessus. Et en France, on a eu des réformes à l'été sur des réformes. Voilà, je dis réformes comme si c'était un gouvernement, mais c'est le cas. Hein. C'est-à-dire que ils touchent un peu les paramètres pour recentrer. Ce qu'ils ont fait cet été, c'est baisser la visibilité des groupes sur lesquels existaient beaucoup les gilets jaunes et redonner plus d'importance aux murs individuels pour qu'il y ait de la communication. Alors eux, ils veulent quand même qu'il y ait de la communication intensive, Facebook, mais entre les gens, entre des atomes individuels. Les groupes, ils ont essayé de les faire descendre au maximum. Et ça fait partie des choses, les médias, pareil, et si tu veux, et ça, c'est des politiques qui sont, bon, après, qui sont même déconnectés de politique étatique et de complots étatiques. C'est des complots de gens qui veulent gagner du fric, si tu veux. Mais parce que Facebook, ils ont déjà la main mise sur Le Monde, Libé, des journaux comme ça, en fait, et ils essayent d'être eux-mêmes un média d'information. Et donc, quand tu as des petits médias en ligne qui vivent et sur Facebook et sur YouTube ou sur l'un ou sur l'autre, si c'est pas sous contrôle, ça les intéresse pas. Et du coup, par principe, à la limite, si tu veux, c'est pas qu'on ait dit confinement ou pas confinement. Ils doivent avoir des seuils. Tu vois, tu dépasses 5000 vues. Ces trucs-là, ça nous fait chier. Ça, c'est des choses qui ont l'air trop pro et qu'on n'a pas le contrôle dessus. On dégage. Ça serait des gens qui diraient. C'est la gestion numérique de la population des masses. Et cette gestion numérique, elle se fait pas que par les réseaux sociaux. Elle se fait par plein d'autres choses. Je pense que ça mériterait aussi une émission. Oh, oui. Le fait que les jugements vont être faits par des algorithmes. Maintenant, enfin, je veux dire, c'est très c'est un peu dans le même style, c'est-à-dire que l'idée leur plaît pas, donc du coup ça passe à la trappe. Le fait que on se réunisse, ça leur plaît pas, ça passe à la trappe. C'est le même principe. Je pense que la gestion numérique des foules, ce serait aussi bien de faire une émission là-dessus. Bah, les avocats viennent de s'en rendre compte. Hein. La gestion numérique de la justice, ils ont commencé à comprendre en fait, parce que les réformes de la retraite. Ça va tuer tout un tas de petits cabinets d'avocats et en fait ils en ont rien à foutre parce qu'ils partent du principe que ça va être automatisé. Voilà, tout à fait. Mais c'est tout ce qui est automatisé dans le sens quand c'est sur de la réflexion humaine. Je trouve que c'est aberrant. Enfin là, Facebook c'est un peu ça. Hein, c'est le même principe. Hein, c'est-à-dire que pour garder le contrôle, pour eux, toujours pareil. Le fait d'être, je trouve que c'est aussi, ça mériterait une émission aussi. Donc on attend. Bah, pour finir sur Facebook et sur ces 2 vidéos là qui sont virales. C'était pas le but de parler de Facebook. Non, mais si, parce ça met en colère quand même. C'est lié aux 2 vidéos qui sont virales. C'est-à-dire que malgré ces réformes, on arrive encore à faire passer des vidéos qui ont du sens. Celle que j'évoquais du communiste qui est sénateur, pas député, et qui en fait il avait un discours tout à fait simple mais en même temps très éloquent. En 2 minutes il expliquait qu'il trouvait pas normal qu'on puisse en 1 heure de débat au niveau du Sénat casser 50 ans de conquis sociaux et que dès qu'il parlait de passer l'impôt sur le revenu sur la tranche au-dessus de 250 000 € annuels, ce qui est quand même conséquent comme revenu, de passer de 3 à 5%, là il disait non mais c'est pas le moment, c'est pas possible, etc. Donc cette vidéo là très courte de 2-3 minutes et où il le dit de manière beaucoup plus éloquente que moi je viens de le lire, elle est à 2 200 000 vues, elle va peut-être passer à 3 millions et ça je me dis c'est des choses qui sont en période de confinement des formes de protestation numérique, parce que quand on a des vidéos comme ça qui sont virales sur les réseaux sociaux, ça finit toujours par sortir dans les médias.
en fait. Et donc ce que je veux dire là, c'est que sachant qu'ils en prennent connaissance quand même avant. Il faut étudier Facebook et son fonctionnement. Son fonctionnement là, il est que les partages dans les groupes, ça nous fait du clic, ça nous occupe, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. Donc les gens, si ça vous intéresse un peu le community management numérique révolutionnaire, ou en tout cas pour faire des manifestations en numérique, il faut poster les choses sur vos murs, les partager sur vos murs. Et une autre chose qui marche très bien, et ça s'explique assez facilement, c'est-à-dire que il y a beau avoir des ententes entre les États, etc., sur le marché, il y a quand même des luttes. Et il y a une lutte entre Google, qui possède YouTube, et Facebook, qui a sa plateforme de diffusion vidéo, et Facebook est en train d'essayer de damer le pion à YouTube sur la vidéo. Et du coup, il y a quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de démarrer des séances vidéo. Partager une vidéo sur votre mur, c'est pas mal, mais ce qui est mis en avant sur Facebook depuis quelque temps, c'est les séances vidéo. Donc s'il y a des vidéos qui vous paraissent potentiellement virales, qui vous paraissent intéressantes, que vous avez envie de partager et de faire monter, le démarrage de séances vidéo est une bonne façon de le faire. Et donc il faut qu'on se passe ces petites astuces là, qu'on se le dise. Si vous aimez cette émission, partagez-la et faites-la monter. Bon, si elle vous plaît pas, partagez-la pas, mais vous pouvez utiliser ces conseils à appliquer sur d'autres choses. Et pour revenir à ces deux vidéos. En tout cas, je remercie déjà ceux qui ont partagé la vidéo et qui ont autorisé la publication dans les groupes, puisqu'il y a quand même certains groupes, les groupes, ça reste qui sont modérés et ils partagent quand même nos vidéos, et un grand merci à eux. Ce qui marche dans les groupes, c'est de démarrer des séances vidéo. Si vous faites une publication dans un groupe, ça marche beaucoup moins bien que de démarrer une séance vidéo dans un groupe. Voilà. Et donc ça, c'est des choses à utiliser, et il faut repérer les vidéos qui montent, regarder les nombres de vues. Et moi, la vidéo du député communiste, je suis pas spécialement communiste, j'ai pas ma carte, mais je suis marxiste quand même, hein. Bon, alors je vous le dis, mais voilà, ce qu'il dit, c'est du bon sens en fait, si ça a été partagé autant de fois, parce qu'il n'y a pas besoin d'être communiste pour être d'accord avec ce qu'il raconte. C'est pas du tout, on va instaurer le soviétisme et l'URSS et le grand retour de Staline. Hein. Fabien Gay. Fabien Gay, G-A-Y, ouais. Et cette vidéo-là, repartagez-la, faites-la monter à 3 millions, 4 millions, 5 millions. Il y a un moment donné, dans les grands médias, ils sont obligés d'en parler. Ça avait déjà été le cas avec, comment elle s'appelle, une des Gilets jaunes, là, d'ailleurs, Jacqueline Moreau, là. Bon, elle avait un peu mal tourné finalement, mais quand même, elle était émergée dans les médias parce qu'il y avait eu des partages. Et donc, ça finit par sortir dans le système médiatique. Et la deuxième vidéo dont je voulais parler, c'est celle sur la chloroquine. Donc un traitement qui apparemment fonctionne, et ce médecin là sur cette vidéo, elle est en train de faire 700 000 vues, elle va monter 1 million je pense. Il explique donc le professeur Perron. Le professeur Perron, il explique que la chloroquine, au gouvernement, ils sont en train de la tester sur les personnes qui sont en phase terminale et qui vont bientôt mourir. Et apparemment, d'après les tests des Chinois, qui ne sont pas ceux du professeur Raoult, qui sont sur des plus grands nombres de personnes, eux, ils voient que cette chloroquine, elle est efficace avant. Et après, ça ne sert plus à rien. Donc, on ne sait pas si c'est un complot ou si c'est de la compétence, hein, toujours pareil, hein, peu importe, mais en tout cas, ils vont tester un médicament sur des personnes où on sait déjà, d'après les premiers résultats des Chinois, que ça risque de pas fonctionner. Donc, on a l'impression un vaste foutage de gueule, et il le dit comme ça. Lui, c'est un professeur de médecine qui a été dans des instances nationales de régulation de la médecine, donc c'est pas non plus un charlot total, quoi. Et il le dit, et il a l'air dépité, en fait. Il a un ton de voix qui dit, le mec... Il dit qu'il est très choqué, il dit stop. Vous pouvez retrouver la vidéo sur Quoi de News TV. Voilà, c'est un truc Facebook, je crois. Voilà, donc, voilà, si celle-là, elle vous parle, faites-la monter. Voilà, le coup de gueule du professeur Perron, voilà. Et cette vidéo a déjà été partagée 31 000 fois, donc moi, j'ai pas le nombre de vues, en tout cas. Il explique bien son coup de gueule, et c'est une reprise de son intervention sur la chaîne LCI du 23 mars dernier, et que vous pourrez retrouver également sur LCI, voilà. Voilà, et puis alors mettez des likes si vous aimez, n'hésitez pas, ça compte. Sur cette vidéo-là, mais sur les autres aussi. Je vais essayer de couper, voilà, je vais copier le lien et je vais le mettre sur la vidéo Note Directe, comme ça vous l'aurez pour ceux qui veulent regarder. Voilà, regardez-la si ça vous parle, partagez, démarrez des séances vidéo dans des groupes. Si elles montent à 2-3 millions, à un moment donné, ça émerge dans les médias. Ça vient déjà d'un média, hein, c'est une vidéo qui vient de LCI, mais LCI, c'est une audience anecdotique. Et si c'est repris à d'autres endroits, eh ben, c'est des choses qui peuvent transpercer comment dire,
le couvre-feu médiatique, parce qu'on va bientôt avoir un couvre-feu dans les villes, mais le couvre-feu médiatique, ça fait un moment qu'il est démarré. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a un couvre-feu médiatique qui est au-delà de ce qu'on pouvait appeler les chiens de garde avant, en fait. Il me semble, je sais pas, Sandra, ce que tu en penses, mais... Ah, mais oui. Oui, après, je suis un peu sceptique par contre par rapport au nombre de vues, parce que quand on voit les violences policières sur les, c'est qu'on en a parlé, enfin on n'arrête pas d'en parler depuis 15 ans, là avec les Gilets jaunes ça a explosé, et c'est pas pour ça que malheureusement ça perce dans les médias, c'est long quoi, à venir. Et là, ils ont commencé un peu à en parler, ça a été un peu évincé là, mais je veux dire, c'est très long quoi, à venir je trouve. C'est long, et moi je suis pas un grand fan des réseaux sociaux non plus. Je pense qu'il faut aller dans la rue, mais là on peut pas. Du coup, pour l'instant, on peut pas. Si vous avez la chance d'avoir un accès internet qui tient la route, pas comme Sandra, et peut-être vous pouvez utiliser aussi cet accès internet pour un succès d'année de manifestation. Mais alors, il faut pas que ça vous empêche d'aller manifester dès que ça sera possible. On est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Bien sûr. C'est ça qui me fait peur un peu, c'est que les révoltés du canapé. Non, enfin, je veux dire, c'est pas que. Comment dire, je ne critique pas ceux qui n'ont pas envie de faire, ils font pas. Mais je veux dire, il faut vraiment aussi. Moi, je pense à l'après-confinement et j'espère vraiment que les gens vont prennent conscience que la situation est grave, qu'on n'a plus de services publics, on aura bientôt plus de retraite, nos gamins n'auront plus de sécurité sociale. Enfin, je veux dire, il faut vraiment qu'on sorte dans la rue pour changer tout ça, sinon on offre un avenir à nos gosses complètement ruiné et une vie surtout. Enfin, je veux dire, j'espère que les gens là, avec le confinement, ça leur donnera aussi l'occasion de s'intéresser à des choses qu'ils n'ont pas le temps au quotidien et de voir que la situation est grave et que voilà, ces gouvernements, il faut absolument qu'on arrête nos politiques d'austérité et qu'on se bouge, qu'on sorte quoi. Comme dit Lilette, le 14 mars, on a perdu une bataille, mais pas la guerre. Voilà. J'espère. Vraiment. Bon. En tout cas, l'émission précédente qu'on a faite, je crois que c'est la précédente, sur l'état d'urgence, il n'est pas rassurant. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se mobilise, qu'on s'organise pour... moi, je ne sais pas quelle sera la méthode, parce qu'ils s'adaptent en face, mais c'est sûr que ça ne suffira pas de le faire sur les réseaux sociaux, ça c'est bien évident. Voilà. Par contre, on peut les utiliser en période de confinement, et il faut bien qu'on se prépare à agir rapidement dès qu'on le pourra, mais le problème, si tu veux, ça c'était l'émission précédente, c'est que l'état d'urgence, la loi, ils l'ont décrété, elle est temporaire, mais elle est temporaire jusqu'en avril 2021. Pour te refaire l'émission très très vite. Donc du coup, moi je pense que la stratégie qui va en résulter, qu'elle soit cynique ou liée à leur incompétence, encore une fois, peu importe, mais c'est que jusqu'en avril 2021, on va avoir, tu vois, il y a une épidémie de grippe tous les hivers. Cet hiver, on n'en a pas eu, donc on a eu Corona, mais l'hiver prochain, on aura sûrement la grippe, et ils auront encore la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Ils n'ont même pas besoin du conseil scientifique pour le déclencher, parce qu'ils n'ont pas voulu s'obliger à avoir un conseil scientifique, donc ils vont nous le déclencher pour un oui, pour un non. Parce qu'ils n'ont toujours pas donné un putain de radis à l'hôpital. Et non seulement ils n'ont pas donné d'argent à l'hôpital, ils ont pris 2 milliards qu'ils vont donner à l'hôpital, mais ils l'ont pris sur quoi? Sur les comptes sociaux, le budget de la Sécu. Et il y a un député de droite qui a fait l'analyse du gouvernement. Il disait oui, alors il va y avoir une croissance négative, parce qu'ils ne pouvaient pas dire récession. Ils n'y arrivent pas, quoi. C'est trop dur. Et du coup, il faisait les décomptes, il disait il va y avoir tant de manque à gagner. Et là, lui, il disait oui, mais d'accord, mais vous n'avez pas fait le calcul, mais là, il va y avoir surtout 19 milliards qui vont manquer sur le budget de la Sécu. Donc en fait, ce gouvernement, en période de crise, il nous amuse, et les mesures qu'ils prennent pour l'hôpital, c'est piquer 2 milliards sur le budget de l'hôpital pour leur donner à l'hôpital, et ne surtout pas compenser les 19 milliards de pertes qu'il va y avoir dues à la récession. Et donc là, je veux dire, ils ont toutes les cartes, ce qui va se produire, qu'ils l'aient préparé ou qu'ils ne l'aient pas préparé, je veux dire, c'est ce qui va se produire. Et jusqu'en avril 2021, on va avoir des confinements on and off et des trucs comme ça. Et ensuite, après, c'est le début des présidentielles. Donc ça va démobiliser un certain nombre de personnes qui croient encore que peut-être par les présidentielles on peut. Et parfois, j'ai pu en faire partie. Et je ne sais pas où j'en serai aux prochaines, mais j'ai un gros doute. Mais sauf que ça va démobiliser du monde. Et un an avant les présidentielles, c'est fini. C'est fini, il y a des tas de gens qui vont s'y jeter, un François Boulot, un Rodriguez qui commence à en parler, qui sont des figures de gilets jaunes, Mélenchon dans son coin. Avec les communistes, ils ont l'air de travailler ensemble, du coup c'est plutôt une bonne nouvelle, avec le NPA aussi, mais le PS, on voit bien, ils se sont abstenus sur le vote de l'état d'urgence, ils n'ont pas voté contre, donc voilà. Et on va encore partir divisé et on va encore se faire rouler.
Bah, non, moi j'en ai marre de me faire rouler. J'espère que les gens sont comme moi. Non, mais c'est vrai. J'espère que les gens ils sont comme moi, qu'ils voient que c'est pas possible. La paupérisation qui se passe, on est de plus en plus pauvres. Je veux dire, Alors justement, Sandra, si je peux me permettre, parce que là on évoque justement le fait qu'on est en confinement, mais au journal de TF1, il a été encore lancé un appel parce qu'on a besoin de salariés. Donc ils recherchent des demandeurs d'emploi qui recherchent du travail. Sauf que, comme l'avait évoqué tout à l'heure quelqu'un qui a commenté, c'est que les agences intérimaires sont fermées. Donc ils recrutent en urgence des caissiers, des transporteurs, des livreurs. Vous allez sur le site de Pôle emploi, il n'y a rien. Voilà, donc, oui, parce qu'ils sont confinés aussi, les salariés de Pôle emploi. Donc ça, c'est quand même. Ah, puis ça, c'est les aberrations de leur système. Hein. Enfin, je veux dire. Sûr. Mais on était sur un plan pour la révolution, là, Vincent. Attends, Sandra, elle avait une idée pour la révolution, là. Vas-y, Sandra. Alors, une idée pour la révolution. Le mardi 24 à 22h15. On le note quand même parce que c'est important. C'est quoi? C'est la date de la révolution? Non, c'est la date où on pourra dire que le jour-là, on l'a dit. Ah, ok. D'accord. Mais non, oui, mais moi je pense qu'il faut absolument que les gens ils se mobilisent, qu'ils sortent, qu'ils discutent avec leurs voisins, qu'ils se disent que maintenant il faut qu'on s'organise nous, il faut que ce soit la base. Je veux dire, on l'a vu. Moi je me dis qu'il faut absolument se bouger parce que la situation elle est très très grave. Je veux dire, nos services publics on n'en a plus et c'est nous. Je veux dire, je pense qu'il faut absolument que collectivement on réfléchisse à la meilleure manière de s'organiser et qu'on le fasse au plus vite parce que alors il y a une stratégie, tu connais Naomi Klein, toi? Oui. Elle a fait une petite vidéo qui a 1 an ou 2 qui dure 8 minutes où elle explique la stratégie pour lutter contre Trump. Alors, je ne l'ai pas repartagé récemment parce que ça dit de désobéir, si tu veux. Donc, je ne voudrais pas que ce soit mal interprété et que ça dise de désobéir au confinement dans un moment où on ne sait pas encore si on va arriver à éviter un certain nombre de morts. Donc, voilà. Mais en même temps, la première étape, ça c'est la 2e ou 3e étape de sa stratégie. La première étape, c'est, je crois, ou la 2e, après je ne me rappelle plus, mais c'est anticiper. C'est ce que j'essayais de faire en me disant, tu vois, ce qui va probablement se produire, qu'on soit prêt en fait, qu'on se fasse pas rouler, qu'on se le dise entre nous. Bon, moi j'en ai une vision, faut qu'on discute, est-ce que la mienne c'est la bonne ou pas, qu'est-ce qui va se produire, et comme ça, si on a anticipé différents futurs possibles, eh ben on s'y sera préparé et on sera pas surpris, parce que elle, son truc, son dada, c'est la stratégie du choc, et le choc ça fonctionne quand on n'a pas anticipé. Mais si on arrive à se préparer en avance, eh ben déjà on a pris un peu de marge, quoi. Alors un petit commentaire de Jérémy, les gens qui ont tellement marre des politiques, est-ce qu'ils risquent pas de voter Rassemblement National aux prochaines présidentielles? Ah bah, c'est risque. De toute façon, c'est toujours le risque. Moi, le barrage à l'extrême droite, j'en peux plus du discours. Non, il faut rien faire parce qu'on va faire monter l'extrême droite. Oui. Moi, ce discours-là, c'est pas grave. L'extrême droite, elle montera. J'espère qu'elle montera pas. Moi, je suis persuadée que les gens, fondamentalement, ne sont pas racistes. Mais par contre, je suis persuadée que l'État est raciste, lui. Et que l'État fait tout pour que les minorités soient toujours en situation de... De toute façon, on l'a vu avec les migrants, de toute manière. On n'oublie pas la phrase de juillet 2017 du président. Ouais. Mais je pense que les gens eux-mêmes, profondément, l'être humain, que ce soit qui vienne de n'importe où, et ce qu'il veut, c'est avoir un moyen de subsistance qui lui permette de vivre à peu près convenablement, pouvoir habiller ses gosses, pouvoir aller partir en vacances 2-3 fois par an. J'estime que le citoyen lambda, il n'est pas plus... nous, notre classe sociale, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas grand-chose ou qui n'ont rien, on ne demande pas le ciel, je veux dire. C'est les bourgeois qui veulent des choses grandioses, des voyages aux Caraïbes, des machins. Nous, on l'a vu, là, avec l'augmentation des jets privés et tout ça, depuis le corona, eux, ils ont des trucs que nous, c'est pas ça. Et je pense que les gens, me faire du chantage, parce que ça, moi, je l'ai entendu souvent, que, mais en disant ça, tu vas faire monter l'extrême droite. Non. J'estime que c'est pas en ayant un discours, c'est pas le dégoût des politiques, c'est clair que ça fait monter l'extrême droite, parce que malheureusement, ils ont que des charlots, les gens. Mais ils jouent là-dessus. Ils n'ont pas foutu les pieds à l'Assemblée récemment. Le Front National n'était pas à l'Assemblée. Là. Ils y sont pas allés. Ils y étaient pas. Bah oui. Ben non, oui, mais moi ça m'étonne pas du tout, parce que je veux dire, quand tu vois qu'ils critiquent l'Europe et qu'ils détournent des millions, enfin je veux dire, ils ont pas, eux aussi, ils sont pas très logiques dans leur truc. Mais moi j'espère que fondamentalement, les gens, même ceux qui en ont ras-le-bol, j'espère qu'ils n'iront pas voter Rassemblement National, et je pense que les 3/4 des gens, enfin j'espère,
il y a une minorité, c'est vrai, un noyau dur de gens qui sont vraiment racistes, mais je pense pas. Par contre, la propagande d'État fait qu'on fait peur aux gens. C'est-à-dire, moi, j'ai fait 14 ans d'usine, j'ai entendu des aberrations, et il faut juste leur expliquer aux gens pour faire de la pédagogie. Mais oui, parce qu'on leur dit, oh là là, mais de toute façon, quand ils arrivent, ils ont une carte bleue, ils ont ci, ils ont ça. Non, c'est pas vrai. C'est des mensonges. Il faut juste remettre les choses à leur place, leur expliquer qu'ils ont le droit à la DO pendant 2 ans, mais qu'après, dès que leur demande d'asile est vue et analysée, soit ils l'ont, soit on leur dit qu'ils peuvent être réfugiés, soit ils peuvent pas. Et voilà. Non, mais après, en plus, c'est des choses qu'on dit jamais, mais l'immigration, c'est bon pour le PIB. En fait, ça rapporte des sous, les immigrés, ça n'en coûte pas. On dit toujours ça coûte des sous, en fait, c'est l'inverse. Mais non, ça rapporte énormément. De toute manière, qui est consommateur? Enfin, je veux dire, qui sont vraiment les gens qui produisent et qui travaillent? C'est nous. Enfin, c'est les petits gens. Je veux dire, c'est à part en France parce qu'on a le luxe machin, mais je veux dire, dans des trucs généraux, c'est les gens qui ont des besoins qui consomment. C'est pas les gens qui ont pas. Alors, il y avait des chiffres, je sais plus quelle année en tout cas. J'avais vu que en fait, ça coûtait à l'État 2 milliards d'euros, mais ça en rapportait 3 milliards. Ah, l'économie, donc en fait, les étrangers qui viennent travailler en France rapportent de l'argent à l'État. Toutes les études macroéconomiques le démontrent. Voilà. De toute façon, dans tous les pays, c'est comme ça. Sandra, il y a Elvis qui te remercie en tout cas pour dire ce que tu as dit en disant que justement que c'était l'État qui était certainement raciste et non pas les gens. Mais ça, il y a Alain Deneau, qui est un philosophe canadien, qui a un concept que moi je trouve super intéressant, c'est le concept d'extrême centre. Et c'est corroboré par des sondages qui ne sont pas de lui d'ailleurs. En fait, on se rend compte que dans des sondages, c'est des études d'opinion plus que des sondages d'ailleurs, parce que sondages, voilà, mais c'est des études sociologiques qui montrent que les gens qui sont aux extrêmes, on va dire, que ce soit droite ou gauche, d'ailleurs, c'est les gens qui sont paradoxalement les plus attachés à la démocratie, même extrême droite, alors qu'au centre, c'est pas le cas. Et l'extrême centre, c'est Macron, et l'extrême centre, c'est aussi Macron qui fait la politique de retirer le pavillon à un navire qui aide les migrants, c'est Macron qui défend les identitaires qui vont essayer d'empêcher les immigrés de passer dans les Alpes, alors qu'il y avait des militants, j'en connais certains, qui étaient là pour les empêcher de le faire. La police a protégé les identitaires, en fait. Donc voilà, Macron, il fait la politique de Le Pen, mais que Le Pen n'aurait même pas pu faire, en fait, la politique qu'il fait. Je pense que Le Pen, voilà, justement, parce qu'elle a RN, elle n'aurait pas pu le faire. Ouais. Tandis que lui, il se permet des choses qui sont inacceptables. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qui se passe à la frontière grecque en ce moment, je veux dire, c'est une aberration. Et en Turquie, parce qu'on a oublié. Les Turcs, d'un côté, les poussent, les Français, les autres, enfin, les Européens, de l'autre côté, et on donne des milliards d'euros à Frontex. Enfin, c'est une horreur, C'est une honte, hein. Frontex, c'est une entreprise privée. Mais tu sais la seule différence, toi tu le sais, mais la seule différence, c'est que Macron, il fait des beaux discours. Et il est là, la main sur le cœur, il dit on va accueillir, nous on n'est pas, on est le FN est mon ennemi, etc. Tu vois, il le dit. Et il y a des gens qui le croient, si tu veux. Mais c'est ça. Mais il fait l'inverse de ce qu'il dit. Voilà. Le fait qu'il ait annoncé qu'il n'y aurait plus de personnes à la rue, moi je travaille dans une association, oui. Je peux vous dire que des personnes à la rue, il y en a de plus en plus. Et du coup, ils en sont où, eux, si toi tu travailles pas? Toi tu travailles pas, mais aucun de tes collègues non plus. Ouais, moi, tout mon atelier chantier d'insertion est fermé, nous. Et donc les gens dont vous vous occupez, ils font quoi, là? Ils deviennent quoi? Nous, ils sont en chômage pris à 100%, ils vont être payés. Ah, ok, ça va. Ah, ok. Si, nous, ça, il n'y a pas de... Comment dire, ils n'auront pas de perte de salaire, rien, parce que de toute manière, ils sont payés au SMIC à mi-temps, enfin, je veux dire, il n'y aura pas de perte de salaire. Par contre, au niveau, de l'accueil des personnes qui sont en situation, donc moi, je suis pas dans l'hébergement, moi, je suis dans une association d'hébergement, mais je suis pas sur l'hébergement. Mais on assure un service minimum au niveau des hébergements, mais c'est sûr que oui, pour les personnes qui sont dans des situations en foyer d'hébergement, tout ça, le confinement dans un foyer d'hébergement, c'est pas simple non plus à gérer. J'imagine pour mes collègues qui sont éduques ou assistantes sociales, ça doit pas être simple. Eux, ils travaillent encore. Il y a des collègues qui travaillent à l'ASE. Oui, il y en a quelques. Ils font un service minimum, ouais. Mais ils sont obligés, enfin je veux dire... mais tant mieux, quelque part. Et l'ASE, je pense à l'ASE, l'ASE c'est vraiment, donc c'est l'association sauvegarde de l'enfance. Je pense vraiment que la situation doit être très 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 tendue. Je sais que Le Monde a fait un article récemment, parce que voilà, le confinement, là aussi, on parle de confinement... il y en a qui vivent des confinements de luxe, mais il y en a d'autres qui vivent des confinements sacrément difficiles. D'horreur, quand t'as un gosse où t'as déjà des difficultés avec tes parents et que là on te force à rester avec eux alors que la situation est tendue, enfin je veux dire ça doit pas être simple pour les gamins non plus, hein. Je pense que le confinement,
oui, c'est vraiment une notion de classe, quoi. On voit vraiment qu'il y a des gens qui doivent qui doivent être dans des situations très difficiles, quoi. Mais c'est une horreur à tous les niveaux. C'est ce que tu dis, c'est le confinement, c'est aussi la ruine de l'économie. Alors d'un sens, on peut être content parce que ça va tuer l'économie capitaliste, mais en même temps, si on n'arrive pas à reprendre le pouvoir collectivement très rapidement, la destruction du système économique, elle va peser sur qui? Mais toujours les mêmes, les plus faibles. Et ça va faire plus de morts que le virus, hein. Plus de morts que le virus, hein. Mais oui, et puis c'est ça qui est une aberration, c'est-à-dire que moi je serais prêt à voir des personnes en confinement et dans des situations très difficiles si je savais que l'économie aussi est en confinement. C'est-à-dire que là en fait on confine qui? On confine le social, on confine, enfin je veux dire on confine des gens qui sont dans des situations difficiles. Quand je vois que la métallurgie ça travaille, moi ça me fout en l'air. Je me dis, c'est quand même nettement moins important. Enfin, je veux dire, nettement moins important. Mais pour l'économie, c'est important. Mais du coup, voilà, on les confine pas, eux. Et c'est ça qui est une aberration. C'est une aberration, mais en même temps, l'économie, si elle dégringole et que ces guignols y restent au pouvoir, c'est quand même les plus faibles qui vont payer aussi, si tu veux. Hein. C'est-à-dire que, comme tu disais, hein, moi je leur dis souvent aussi, hein, nationalisation des pertes, privatisation des bénéfices. Et au-delà de ce truc-là, c'est les plus faibles qui vont payer. C'est-à-dire que, tu vois, pour la métallurgie, si la métallurgie se casse la gueule et que l'usine ferme, quelque part, ils s'en foutent. Les actionnaires, ils vont être compensés avec des centaines de milliards qui sont imprimés pour eux. Par contre, les mecs, ils auront perdu leur job. Et ils auront pendant 6 mois, 1 an peut-être royalement une petite aide parce que Monsieur Micron aura décidé. Et puis après, ils vont se retrouver dans la merde. Eh ben oui. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on s'organise sans eux. Non, mais il y a un impératif à s'organiser pendant le confinement pour que surtout ça reparte pas comme avant après. Parce que si ça repart comme avant après, la crise de 2008, rien que pour les cancers, c'est 500 000 morts dans le monde. Rien que pour les cancers, sans compter la misère et tout le reste. Donc c'est largement au-dessus d'un virus qui a fait 15 000 morts à l'échelle mondiale pour l'instant. La crise économique qui vient, elle va tuer. C'est une épidémie. Alors c'est une guerre. Hein. Macron, il est en guerre. Mais depuis son élection, il est en guerre. C'est la guerre des riches contre les pauvres. Et elle continue, même pendant le confinement. Bien sûr. Il y a Linette qui vient de laisser un petit commentaire et qui apparemment les féminicides augmenteraient pendant cette période de confinement. Et il y a aussi les délations. Pour non-respect de confinement, il y en aurait de plus en plus. Est-ce que les gens... Oui, mais ça aussi, j'ai vu un article là-dessus. Mais alors moi, j'ai une petite théorie, mais après, c'est mon analyse de moi-même. C'est qu'on ne voit que ce qu'on veut croire. C'est-à-dire que moi, il y a des choses, je ne veux pas y croire, alors je ne les vois pas. Alors c'est un peu faire la politique de l'autruche, hein, mais j'espère que les délations, c'est des cas isolés, quoi. J'espère que les gens, les voisins, ne sont pas en train de regarder ce que fait le voisin. Oui, parce que si ça vient aller épier la vie privée de ses voisins, c'est un peu, c'est un peu inquiétant. Voilà. Oui, mais ça c'est pas ton analyse, elle est confirmée par la science. C'est un biais cognitif qui est connu, ça s'appelle le biais de confirmation, et on a tendance à aller chercher les infos qui corroborent ce qu'on pense déjà. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai le même biais de confirmation aussi. J'ai pas envie de voir la délation. Et on en a discuté sur cette antenne en plus et hors antenne avec Vincent et Candy. C'est important de montrer ce qui se passe de beau, parce que montrer la délation, les gens qui respectent pas le confinement, etc. C'est faire peser sur les individus la responsabilité de l'échec de la politique gouvernementale, alors que bon, c'est quand même... Hein, tu vois, les gens sont assez responsables de leurs actes, je pense, et que voilà, donc il n'y a pas besoin Et puis il ne faut pas culpabiliser le citoyen, je pense que oui, pour moi aussi c'est important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire culpabiliser les gens, il faut faire culpabiliser les gouvernements, ceux qui font des choix politiques qui influencent nos vies et nos comportements. Oui, parce que si on se retrouve aujourd'hui confiné, c'est parce que justement... les crédits de l'hôpital public n'ont pas été ceux qui devraient être. Donc, depuis des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, bon, je ne sais pas s'il faut les faire culpabiliser, il faut peut-être plus les renverser. Hein. On parlait de révolution, mais ça, je sais que tu seras d'accord, Sandra. Bon, allez, donc ça, c'est vos propos. En tout cas, il est 22h28. Juste pour vous donner l'heure, vous êtes quand même un certain nombre à nous regarder sur Droits Citoyens en Facebook Live et nous écouter également sur la web radio. Vous pouvez retrouver sur l'application mobile radio.fr et Orange Radio, vous recherchez Droits Citoyens en un seul mot. Donc voilà, et également, bien entendu, commentez ce direct que vous pouvez retrouver par la suite en replay. J'ai vu le commentaire d'Eric, qui est quelqu'un qui travaille sur le droit, qui a beaucoup regardé les débats à l'Assemblée et qui me reprend sur les centristes. Effectivement, l'étude dont je parlais sur les centristes, quand tout à l'heure je parlais de l'extrême centre et d'une étude politique, c'était sur les votants.
en fait. Et c'est vrai que dans les débats à l'Assemblée, autant il n'y avait pas le Front National, parce que moi je me refuse à les appeler rassemblements, hein, mais il n'y avait pas le Front National. De toute façon, au Sénat, ils n'ont pas d'élus, je crois, mais les députés, ils n'étaient pas là non plus. Et c'est vrai qu'au Sénat, comme dans l'Assemblée, les députés centristes, ils soutiennent la politique gouvernementale néolibérale, mais par contre, ils sont attachés à la démocratie. Et alors, ça, il faut le leur reconnaître parce qu'ils ont vraiment essayé de tirer la loi vers quelque chose de moins antidémocratique, on va dire. Est-ce que ces centristes soutiennent le fait d'appliquer justement une semaine de congés payés pendant le confinement? Oui, rappelle Jérémy. Oui, ouais. Sans aucun doute. Oui, ouais. Oui. Ils sont très attentifs, l'UDI notamment, ils étaient très attentifs à la constitutionnalité, à la démocratie, au respect de nos institutions de la 5e. Mais bon, voilà, la démocratie de la 5e, on le sait bien, enfin, en tout cas pour moi c'est une évidence, peut-être qu'il faudrait l'argumenter, mais la 5e République est loin d'être une institution foncièrement démocratique. Hein. Donc voilà, mais il faut quand même faire cette correction-là. Je remercie Eric de l'avoir rappelé, parce que ça sert à rien de... Voilà, il y a Eric qui nous a lancé un petit bonne nuit les jeunes. Ah, bonne nuit le vieux, mais il est pas si vieux que ça, je crois pas. Hein. Je sais pas, il a marqué bonne nuit les jeunes. Ouais. Bonne nuit le jeune aussi. Alors. Bonne nuit les jeunes. Je vous propose justement de faire le mot de la fin, parce qu'il est 22h30, ça fait 1h25 que nous sommes en direct, et c'est tant mieux, mais comme nous n'allons pas durer très longtemps, puisque la batterie du téléphone, on est sur un iPhone quand même, mais donc voilà. Est-ce qu'on va en refaire une là bientôt ou pas? Jeudi peut-être. Sur la vidéo du professeur Raoult. D'accord. De toute manière, je vais la mettre après. Et avec les chiffres. Voilà. Déjà, elle sera mise de toute manière à la preuve. Avec les chiffres, parce que mercredi, les chiffres hebdomadaires de mortalité sortent sur le site de Santé publique. Donc ça, vous pouvez aller voir. On mettra les liens aussi, peut-être plus à la prochaine émission. Et puis n'hésitez pas à aller regarder aussi sur les sites de l'ARS, qui sont les agences régionales de santé, puisque eux aussi publient des chiffres. En fait, informez-vous, hein, voilà. Allez-y, les chiffres de toute manière. On va essayer de vous aider à décrypter. Quoi. Voilà, tout à fait. Sandra, merci pour ce temps que... Est-ce que tu nous dirais pas un mot de la fin, Sandra? Ouais. Un mot de la fin, non, c'était très bien. Informez-vous, lisez. Ceux qui sont confinés, profitez de ce moment-là pour vous intéresser à ce qui se passe. Et puis, pour ceux qui ne sont pas confinés, courage. Et puis, j'espère qu'il ne vous arrivera rien. Donc, voilà. Merci, Sandra. Merci, Sandra. Très bonne soirée et à très bientôt sur l'antenne. Bon courage pour le confinement. Au revoir. En tout cas, merci de nous rejoindre pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, Eric a, je ne vais pas dire l'âge, mais si. 52 ans. Allez, 52 ans. Alors, on va terminer ce live avec la vidéo du professeur Didier Raoult qui date d'une semaine. Ah, tu veux la lancer sur la fin du live sans explication? Elle a 2 semaines. Elle a 2 semaines. Elle mérite explication. Si tu la lances à la fin sans en donner plus. Donc on la mettra jeudi alors. Ouais, je pense que c'est mieux. Parfait. Parce qu'elle est plus trop d'actualité, ça serait pas lui rendre service au professeur Raoult, je crois. Ok. Écoutez, en tout cas, merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis sur le direct de la radio Droit Citoyen, puisque nous sommes également sur une web radio. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le Facebook Live, vous avez été nombreux ce soir à nous suivre et je vous remercie pleinement. N'oubliez pas les gestes barrières, se protéger, c'est pas compliqué. Se laver les mains et tenir vos distances. Et qu'il faut aussi relativiser, Nicolas. Ouais, on le refera à la prochaine émission. Ouais. Hein. Vraiment, essayer de donner du sens aux chiffres. Retracer l'histoire courte des 3-4 dernières années de la mortalité en France sans vouloir, il faut arriver à faire les deux, je crois. C'est-à-dire, c'est pas déshumaniser les morts, toute mort est dramatique, mais après il y a des statistiques globales et je crois que c'est important de les regarder. Ça nous rend pas moins humains. Si on aspire à diriger ce pays collectivement à plus de démocratie, et je pense que on y aspire collectivement et je crois que c'est bien. Il faut qu'on apprenne aussi à voir ces chiffres-là qui sont pas la réalité. Je veux dire, hein, nous on la vit la réalité, donc on la connaît. Ils sont inhumains. Utilisés par ces gens-là parce qu'ils sont plus au contact du sol. Mais il faut quand même qu'on puisse les démonter pour pouvoir leur opposer à leur expertise une expertise bien à nous. C'est pas si compliqué que ça, les chiffres. En tout cas, merci à Nicolas Farkas d'avoir participé à cette
Nouvelle émission de Quartier Général spécial coronavirus, c'était le 5e épisode. Merci à toi Vincent d'avoir animé, fait la technique. Avec plaisir. Moi je rappelle, parce que tu le fais jamais, mais et on en a parlé, mais je pense que c'est bien de le faire. Je précise que Vincent ne me l'a pas demandé, mais vous pouvez faire des dons en ligne pour Droits Citoyens. Vincent, c'est un sacerdoce, c'est un passionné. Il passe toute son énergie et tout son argent pour faire vivre cette radio. Et si vous pouvez lui filer un petit coup de main, si vous avez les moyens bien sûr, je pense que si vous aimez l'émission, je pense que c'est pas inutile. Ouais, donc on l'a mis en bandeau, hein, c'est je soutiens droitscitoyens.fr. Il faut savoir que Droits Citoyens, ce sont des intervenants, des stagiaires et des bénévoles en journalisme, community manager et droit. On a beaucoup d'activités, bien entendu, autour de ce média qui est un projet de 2017 et nous sommes une dizaine en activité. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, avec le confinement, nos activités sont réduites et ceux qui sont en stage chez nous en journalisme doivent le faire de façon confinée, en télétravail, et c'est pas notre façon de travailler à nous. En tout cas, je voulais faire aussi, pour terminer, un big up aux soignants, infirmières, aides-soignants, médecins, les ASH, ceux qui nettoient, ceux qui entretiennent le matériel médical, tous les corps de métier qui sont sur le terrain. Parce qu'on parle aussi des caissières, on parle des livreurs, on parle des éboueurs, on parle de beaucoup de monde en fait qui travaille et donc nous on regarde ça à la télévision avec des reportages. Donc merci à vous tous en tout cas d'être là et donc à jeudi pour une nouvelle émission sur Droits Citoyens, le média libre et citoyen. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Droits Citoyens, c'est de l'information libre et citoyenne. Droits Citoyens, la radio de tous les citoyens.